Comment est-ce qu'on passe d'un grand problème de société, un truc un peu flou et complexe, à une question de recherche hyper précise à laquelle on peut vraiment répondre? Eh bien, c'est exactement ce parcours qu'on va décortiquer ensemble. C'est un vrai voyage intellectuel qui permet de transformer le chaos d'une idée de départ en une question claire et lumineuse. Alors souvent, tout commence par ça. Un constat. Un truc qu'on lit dans les journaux, qu'on entend aux infos. Ici, par exemple, on a un problème très concret. Les directeurs d'école sont à bout, le métier n'attire plus. C'est un signal d'alarme, un symptôme qui nous interpelle tous et qui, bien sûr, peut intéresser la recherche. La grande question, c'est donc celle-ci. Comment un chercheur s'empare-t-il de ce problème brut, de ce ras-le-bol général, pour en faire un véritable objet d'étude? Comment on passe du cri d'alarme «c'est la crise» à une question de recherche bien ficelée? Mais alors, comment on fait? Ce n'est pas de la magie, non, non. C'est une vraie méthode, un chemin bien balisé qu'on va suivre pas à pas et qui va nous permettre de structurer notre pensée pour aller, petit à petit, de plus en plus en profondeur. Et pour bien visualiser ce chemin, il y a une métaphore qui est parfaite. C'est l'entonnoir. Imaginez, on part d'une ouverture très large, le problème dans toute sa complexité, pour resserrer, resserrer, jusqu'à arriver à la pointe la plus fine possible, la question de recherche finale. Allez, voyons ensemble comment ça se passe, étape par étape. Bon, on plonge dans la première phase. Tout commence par quelque chose de simple, mais de fondamental. Avoir le courage de poser une toute première question. Même si elle est encore un peu brute, même si elle n'est pas parfaite, c'est le point de départ. C'est ce qu'on appelle la question de départ. Forcément, elle est large, un peu générale, mais son rôle est absolument essentiel. C'est le premier fil conducteur qui va nous guider, qui va nous empêcher de partir dans tous les sens. C'est un peu comme une boussole temporaire pour commencer l'exploration. Et cette citation, elle résume absolument tout. Le plus difficile et finalement le plus important dans une recherche, ce n'est pas tant de trouver la réponse, c'est de s'assurer qu'on pose la bonne question. C'est cette question qui va donner toute sa valeur au travail qui suit. Pour bien poser cette première question, il y a une étape clé que les sociologues appellent la rupture. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il faut se méfier de ses propres idées reçues, de ses préjugés. Par exemple, au lieu de se dire d'emblée, les directeurs sont surmenés parce qu'ils ont trop de paperasse. La rupture, c'est de se demander, mais au fond, ça veut dire quoi être surmené? Est-ce que c'est juste une question de quantité de travail? En fait, il s'agit de prendre ses distances avec le sens commun pour regarder le problème avec un œil neuf. Ok, cette première question est posée. Le voyage continue. Maintenant, il est temps d'affiner notre regard. On entre dans la phase d'exploration, celle qui va nous permettre de construire une sorte de lentille de recherche, un prisme à travers lequel on va analyser le sujet. C'est un peu le moment de faire ses devoirs. On se plonge dans les lectures, on regarde ce que d'autres chercheurs ont déjà écrit sur le sujet, quels concepts ils ont utilisés, quelles théories. L'objectif, c'est de cartographier ce qui existe déjà pour trouver la petite zone d'ombre, le trou dans la raquette, l'endroit précis où notre propre recherche pourra apporter quelque chose de vraiment nouveau. Et cette phase d'exploration, elle nous aide à faire une distinction qui est absolument cruciale. On passe d'un problème social, tel qu'il est vécu, ressenti par les gens, à un problème scientifique. Le chercheur va reformuler ce problème social en une question de recherche, en utilisant des outils, des concepts, pour le rendre étudiable. C'est ce passage qu'on appelle la problématisation. Le mot peut faire un peu peur, mais l'idée est assez simple. C'est le moment où l'on choisit son angle d'attaque. On décide à travers quelle théorie, quel concept, on va regarder notre problème. C'est un choix absolument déterminant pour toute la suite de la recherche. On arrive au moment décisif, le goulot d'étranglement de notre entonnoir. C'est là que tout le travail de préparation qu'on vient de faire va se cristalliser en une seule et unique question de recherche, la fameuse. Alors, une bonne question de recherche, elle doit cocher plusieurs cases. Déjà, elle doit être ultra claire. Faisable aussi, on doit pouvoir y répondre avec les moyens et le temps qu'on a. Pertinente, bien sûr, elle doit chercher à comprendre quelque chose de nouveau, pas juste à décrire. Et, évidemment, elle doit être éthique. C'est un véritable cahier des charges. Et là, regardez la transformation. C'est ici qu'on voit toute la puissance de l'entonnoir. On est parti d'une question de départ immense, pourquoi il y a une pénurie de directeurs, et on arrive à une question de recherche d'une précision chirurgicale. Comment les directeurs d'école maternelle vivent-ils l'isolement professionnel et quelle stratégie de résilience mettent-ils en place? Le changement de focale est spectaculaire, n'est-ce pas? Une fois qu'on a cette question bien pointue, on pourrait se dire que le plus dur est fait. Et c'est un peu vrai, parce que la suite, c'est-à-dire la méthode qu'on va utiliser pour y répondre, va découler presque naturellement de la question elle-même. C'est ce qu'on appelle le principe de cohérence.
On ne choisit pas sa méthode au hasard. Si la question porte sur le vécu et les stratégies, comme dans notre exemple, on ne va pas envoyer un questionnaire avec des cases à cocher. Non, la question appelle une méthode plus qualitative, comme des entretiens par exemple, pour aller chercher en profondeur l'expérience des gens. Et pour ça, le chercheur a toute une boîte à outils à sa disposition. Les entretiens vont permettre de comprendre le vécu de l'isolement. L'observation, elle, permettra de voir les stratégies concrètes en action sur le terrain. Et puis, l'analyse de documents peut donner un contexte plus formel à ces expériences. En fait, la palette de choix est très large. On peut aller d'outils très structurés, comme un questionnaire avec des questions fermées, à des méthodes beaucoup plus ouvertes, comme un entretien où la personne va raconter librement son histoire. Le choix de l'outil va toujours dépendre de la nature de l'information dont on a besoin pour répondre à notre fameuse question de recherche. Tout ce processus, de l'idée de départ jusqu'au rapport final, on peut le voir comme une démarche rigoureuse, souvent découpée en grandes étapes interdépendantes. Certains modèles en comptent 7. Mais ce qu'il faut retenir, c'est cette logique de l'entonnoir, cette cohérence où chaque étape prépare et justifie la suivante. Au final, ce qu'il y a de puissant avec cette méthode, c'est qu'elle n'est pas réservée qu'aux chercheurs en blouse blanche. C'est une façon de structurer sa pensée qui peut servir à aborder n'importe quel problème complexe. Parce que tout part toujours d'une question. Alors, quelle sera la prochaine grande question qui mérite qu'on prenne le temps de bien la formuler ?